J'avais cette idée, je voulais, parce que évidemment quand on illustre Alice, on a des tonnes d'envies. Et une de mes envies, c'était de voir cette Alice comme ça qui se déploie dans la maison, qui est quand même une des parties les plus célèbres. Et j'avais envie à la fois de la voir à l'intérieur et de la voir à l'extérieur, de voir... Et finalement, en testant comme ça avec le storyboard, j'ai réussi à faire un petit peu des deux idées. Y bueno, pues cuando te acercas a un proyecto como este siempre tienes muchas ganas de hacer, tienes ideas ya prefijadas en la mente, ¿no? Entonces yo tenía muchísimas ansias de recrear el momento en el que ella crece tantísimo que ni siquiera cabe en la casa, pero está la mitad del cuerpo fuera, la mitad dentro, y al final no sabía, en la parte de arriba veis el storyboard, todas las ideas que yo tenía, no sabía muy bien qué hacer, al final, bueno, conseguí hacer una mezcla de ambas dos. Alors comme je vous disais, travailler autour d'Alice, c'était beaucoup travailler autour un peu d'icônes, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont été tellement travaillés, qui ont été tellement illustrés que on passe après tout le monde quasiment. Et c'est vrai que Alice, moi-même, j'ai eu un parcours avec elle, c'est-à-dire que ça c'est une des toutes premières images que j'ai fait d'Alice, elle date de 2007. A ver, no es fácil plantearte un proyecto como Alicia en el País de las Maravillas, que se ha ilustrado tantísimas veces a lo largo de la historia, que está muy presente en el imaginario colectivo. Entonces, para mí incluso este proyecto ha sido un recorrido personal, porque esta es una de las primeras imágenes que yo hice, dibujos de Alicia en el País de las Maravillas, y se remonta al 2007. C'était pour une exposition aux États-Unis en fait, autour qui s'appelait Eat Me, Drink Me. Et là, j'ai fait vraiment Alice, un petit peu le personnage pop, c'est-à-dire l'image que j'en avais, le côté très sulfureux, comme je vous disais, du rapport aux enfants de Lewis Carroll. Donc c'est pour ça que j'ai fait Lewis Carroll en chat du Cheshire. Alice Liddell elle-même, j'ai fait Alice Liddell, en pensant voilà, que la vraie Alice, comme beaucoup de gens pensent, c'était cette petite fille. Et j'ai donné ce côté effectivement très, très, très sulfureux. Finalement, en me frottant à la vraie histoire, je me suis rendu compte que c'était des stéréotypes que j'avais dans la tête et que c'était très loin finalement de la vision qu'avait eu l'auteur et du vrai personnage d'Alice. Y para que os hagáis una idea, esto por ejemplo no es para esta obra, sino es para una exposición que se tituló Eat Me, Drink Me en Estados Unidos, y en ese momento yo no me di cuenta, pero intenté recrear esa imagen más pop, un poco más subida de tono, de una imagen de Alicia en el País de las Maravillas que tenemos muchos, por eso en ese momento, como está más subido de tono, es cuando dibujo a Lewis Carroll disfrazado el gato de Cheshire. Pero es que a lo largo de los años, y con esa evolución personal que he tenido yo con el personaje, me di cuenta de que eso no era más que un estereotipo, el estereotipo que tenemos muchos de la idea que tenemos de Alicia en el País de las Maravillas, inspirada sobre esa pequeña niña, que esta es la niña en realidad, Alice Liddell en este caso, pero me di cuenta que era un estereotipo. Ça, c'était pour une expo pareil, le même principe pour une exposition, mais là, autour du film de Tim Burton. J'avais été appelé pour une exposition à Los Angeles et à Paris lors de la sortie du film avec les originaux du film. Y esto es a raíz de la película de Tim Burton, es cuando nos solicitaron a varios ilustradores que recreáramos imágenes de Alicia en el País de las Maravillas para una exposición colectiva que tuvo lugar en Los Ángeles y luego en París a raíz del lanzamiento, del estreno de la película de Tim Burton. Mais finalement, en me plongeant vraiment dans l'étude d'Alice, je me suis rendu compte que c'était des stéréotypes, que c'était des images un petit peu... voilà, des préjugés qu'on avait, parce que effectivement Lewis Carroll c'était quelqu'un de singulier, il faut se rendre compte que c'était quelqu'un qui était bègue, qui avait du mal à s'exprimer avec les enfants et qui qui avait du mal à s'exprimer avec les adultes, excuse-moi, et qui lorsqu'il était avec des enfants, et d'ailleurs il avait des tas de correspondances qu'on retrouve à l'intérieur du livre, de certaines, et il ne bégayait plus tout à coup lorsqu'il se retrouvait en présence d'enfants, et ses seuls amis réellement c'était des enfants en fait autour de lui. Lorsqu'il par exemple il voyageait en train, il avait toujours une mallette avec lui avec des costumes, des jeux de cartes. Dès qu'il croisait un enfant, hop, il lui proposait, il lui faisait. Alors maintenant quand on raconte ça, on se dit oulala, mais en fait
il reste quand même une part de mystère autour de Lewis Carroll, mais résumer cet homme-là à ça, voilà, c'est parfois un petit peu réducteur. C'est pour ça que je vous réexplique ça par rapport à l'image d'avant, et finalement, voilà, je te laisse traduire. A lo largo de todo el proceso de documentación para abordar este proyecto, estudiando el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, he sido yo mismo quien me he dado cuenta de todos los prejuicios que tenemos a lo mejor sobre la propia novela y de todos los estereotipos que se han ido creando a lo largo de los años. Porque no podemos olvidar que Lewis Carroll era un personaje, repito, que tartamudeaba con los adultos y con los niños tenía una plena fluidez, que realmente vivía en un universo infantil, tenía una buena relación con los niños. Y a veces, y esto es algo que a lo mejor visto desde nuestro prisma en pleno año 2016... Bon, je lui donnerai pas mes enfants à garder quand même. Hein. Pardon? Je lui donnerai pas mes enfants à garder quand même. Hein. Donc, je ne lui donnerai pas mes enfants a garder si j'avais... Quand même, tu vois, même si... A ver, sí que hay un misterio que no se ha desvelado. Yo, si tuviera niños, no les dejaría a lo mejor al libre albedrío ahí con Lewis Carroll, pero es un misterio que no se ha resuelto, no queda del todo claro. Es cierto que se dice que cuando él viajaba en tren, por ejemplo, llevaba un maletín enorme lleno de juegos de cartas, juegos para niños, vestidos, y en cuanto encontraba a un niño, pues a lo mejor se ponía... Bueno, pues eso habría que verlo, ese es el misterio que todavía queda por resolver, pero repito, es una persona que con los niños se sentía muy a gusto, que no tartamudeaba, y bueno, pues ese es el personaje. Il y avait beaucoup de correspondance aussi, c'est pour ça que j'ai mis des lettres aussi à la fin, parce que c'est hallucinant de voir en fait, en fonction de chaque enfant avec lequel il parlait, c'était des petites filles, hein, sa façon d'écrire, enfin il se mettait vraiment dans un état comme un gosse, quoi, et sa façon d'écrire, l'humour qu'il utilisait changeait complètement en fait. C'est pour ça qu'à la fin il y a des correspondances avec certaines petites filles, ça vous montre en fait cet état d'esprit, et pourquoi sans doute Alice est si juste dans son texte, parce qu'il avait cette capacité en fait de comprendre et de s'immerger dans le monde de l'enfance. Y todo ello además refleja la buena relación y lo mucho que entendía el universo infantil. De hecho, en el propio libro Alicia en el País de las Maravillas aparecen correspondencias, cartas y misivas que se intercambia con niños, y en ese momento es cuando cambia por completo el registro, la terminología que utiliza y que se adapta perfectamente. Y esto lo vemos en el personaje de Alice Liddell y Alicia en este caso. Alors, ici, je vous montre, en fait, parmi les premiers documents, il faut se rendre compte que, donc, il y avait ce stéréotype de dire que Alice, la vraie Alice, c'était Alice Liddell. Finalement, on se rend compte très vite, si on parcourt le manuscrit original, le tout premier manuscrit, on se rend compte que c'est une idée complètement fausse, qui est très clairement signifiée. C'était d'ailleurs quelque chose qui énervait profondément Lewis Carroll, qu'on confonde les deux personnages, parce que ici, et c'est à la fin du manuscrit, il y a une photo de Alice Liddell, et lorsqu'on la soulève, il y a le portrait d'Alice Liddell par Lewis Carroll. Et là, le dessin que vous voyez en deuxième, c'est le dessin d'Alice à l'intérieur du livre par Lewis Carroll. On voit bien que ce sont deux personnages tout à fait différents. Y volviendo al personaje de Alicia, algo que le enervaba profundamente a Lewis Carroll incluso es que se confundiera el personaje de Alice Liddell, la niña, está la verdadera niña Alice Liddell de la realidad, que luego incluso él pasa a retratar, y es cuando aparece el retrato al final del libro, y si lo comparamos con la ilustración que se hace en la novela de Alicia, no de Alice Liddell, vemos la niña de la imagen superior que nada tiene que ver, y eso es algo que queda un poco confuso en algunas ocasiones. Parce qu'en fait, son Alice, cet enfant de rêve, comme il disait, elle était inspirée graphiquement, en tout cas visuellement, par cette petite fille-là qu'on voit là, qui s'appelle Beatrice Henley, qui était une petite fille qu'il connaissait, qu'il avait pris en photo aussi. Y de hecho, gráficamente, la fuente de inspiración físicamente de la niña, es una niña que él conocía que se llama Beatrix Henley, que es la imagen superior de la izquierda, la niña rubia que aparece en la pantalla. Et donc cette petite fille s'en est inspirée pour son propre manuscrit, et ensuite il a envoyé cette photo avec une autre photo d'une autre petite fille aussi, blonde pareil, à Tenniel, le tout premier l'illustrateur qu'il a engagé lui-même. Il faut se rendre compte que Lewis Carroll, c'était un petit peu un control freak, il voulait vraiment tout diriger, c'est lui-même qui a employé Tenniel, et leur collaboration ne s'est pas très très bien passée. À la fin, Lewis Carroll a dit,
dans des lettres qu'on a pu lire, parce qu'il tenait un journal très précis, Lewis Carroll, il a dit qu'il était assez peu satisfait des images d'Alice. Il y avait beaucoup de tension en fait entre lui et Tenniel. Et Tenniel, lorsqu'il lui a envoyé les photos de la petite fille, il les a rejetées en disant non mais attendez, j'ai pas besoin de photos pour dessiner. Est-ce qu'à vous je vais vous donner une table de multiplication alors que vous êtes prof de mathématiques. Bon, finalement, à mon avis, il s'en est quand même servi parce qu'il semble assez clair que la petite fille est très proche du modèle. Mais voilà, ça montre un petit peu. Y luego, de hecho, vemos el aspecto obsesivo que tenía Lewis Carroll y la obsesión que tenía, porque es él mismo quien contrató al ilustrador. De su propio bolsillo pagó a Tenniel, que fue el primer ilustrador de Alicia en el País de las Maravillas. La colaboración con los años hemos visto que fue bastante pésima. De hecho, Lewis Carroll tiene un diario bastante detallado donde va narrando toda esa relación y resalta lo poco satisfecho que estaba con el resultado de la obra y, bueno, donde se pueden ver esas tensiones que había entre Lewis Carroll y el ilustrador, Tenniel en este caso. Incluso en una ocasión él le da la fotografía de esta niña, Beatrix Henley, que es la que aparece en la pantalla, y el otro lo toma de una forma bastante negativa y le responde: ¿acaso yo te doy tablas de multiplicar a ti, que eres catedrático en matemáticas? Pues no me des a mí fotografías para hacer mi trabajo, que es trabajar de ilustrador. Et donc c'est de cette petite fille dont je suis reparti moi-même pour créer mon Alice. Parce qu'effectivement, Alice, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Elle n'est pas décrite physiquement. On décrit finalement dans le livre. En cierto modo, si hubiera querido yo recrear a Alicia en el País de las Maravillas como una niña negra de los Masái de Kenia, pues a lo mejor lo podría haber hecho. O sea, quiero decir que no teníamos esas limitaciones, pero sí que es cierto que el hecho de que él tuviera una fotografía, una inspiración en ese caso, pues es algo que yo he tenido en cuenta. Y además hay un parecido en la personalidad, no en el aspecto, sino en la personalidad, en el personaje de Alice Liddell, porque no en vano se llama Alicia en conmemoración del otro personaje, de Alice Liddell. Et ce travail-là, je l'ai fait un petit peu sur tous les personnages. J'ai essayé de revenir aux sources. Ici, vous voyez Élisabeth Ier, qui, manifestement, a été l'inspiration, en fait, de la Reine de Cœur. Pourquoi ça a été l'inspiration de la Reine de Cœur? Parce qu'en fait, on peut voir ici, c'était une reine très sanguinaire, c'était une reine... Es el personaje anterior, este es el proceso que sigo con todos los personajes. La inspiración para la Reina de Corazones es Isabel I, una reina muy sanguinaria, y ahora os voy a mostrar por qué sabemos que es Isabel I. Si vous regardez bien, en fait, ça forme un cœur. No sé si os fijáis en la forma que hace el vestido, el corazón. Aquí, y también la cabeza. Forma un corazón y el pelo c'est rojo también. Donc c'était alors évidemment il n'y a pas d'écrit direct de Lewis Carroll disant je me suis inspiré d'Élisabeth Ier pour faire la reine. Il faut se rendre compte que c'était un professeur d'Oxford. À l'époque ils étaient nommés par la royauté aussi. C'était pas Élisabeth Ier à cette époque, mais c'était Victoria, la reine Victoria. Jamais il aurait pu critiquer ouvertement l'ancêtre de Victoria dans ses écrits et dire qu'il se moquait un petit peu de la royauté, de l'aristocratie et de ces rois très sanguins comme c'était le cas. A ver, nunca dice obviamente Lewis Carroll cuál es su fuente de inspiración, porque obviamente en la época victoriana incluso los nombramientos, a él como catedrático de matemáticas el nombramiento lo hace, bueno, se hace a través de la reina Victoria, entonces no podía criticar abiertamente ni a la aristocracia ni a la realeza, pero obviamente sabemos que es ella, que es en este caso Isabel I. Il en était de même pour celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la duchesse, qui elle-même est tout le long du livre. Il faut se rendre compte que la reine Victoria, donc elle, qui apparaissait muy amable, était une femme vraiment très croyante,
pour qui la vertu était très importante. C'est quelqu'un qui a passé... La société victorienne, c'était une société qui passait son temps à être dans le jugement et dans la morale. C'était quelque chose d'extrêmement important. Le personnage de la duchesse, c'est un personnage assez insupportable et qui passe son temps à essayer de moraliser tout. Comme, d'ailleurs, la reine Victoria elle-même. C'est pour ça que ma duchesse, c'est la reine Victoria. Y para mí la duquesa es la reina Victoria. En la época victoriana, la reina Victoria, que era una ferviente creyente, que daba lecciones por doquier, que realmente la época victoriana es una época muy moralizante, con innumerables juicios de valor, pues eso es lo que para mí está clarísimo, era la reina Victoria, y eso es lo que hizo con la duquesa. La duquesa, et en fait c'est vrai qu'elle dit tout le temps, dès qu'Alice parle, elle dit il doit y avoir une morale à en tirer. Dès qu'elle dit une phrase, il devrait y avoir une morale à en tirer. Et Alice elle-même, elle en a marre au bout d'un moment, elle dit mais il n'y a pas de la morale dans tout ce qu'on dit non plus, enfin faut quand même arrêter. Y en cuanto abre la boca la duquesa parece que está dando lecciones de moral o que tiene que haber una moral escondida en esa historia y no siempre. Alicia en un momento va a decir no hay moral en todo lo que pasa en esta vida. Parfois certains personnages ont posé quand même de la difficulté. Sí que hay personajes que han entrañado ciertas dificultades. Parce qu'il y a eu quand même de très grands illustrateurs qui ont travaillé sur Alice au Pays des Merveilles. Que hay ilustradores de gran calado que han trabajado sobre el personaje, muy buenos Quand ilustradores. même eu Téniel, donc le Téniel, el primero, Arthur Rackham. Arthur Rackham, el otro de los ilustradores. Et là, il faut quand même passer derrière. Et ils ont eu quelques très très bonnes idées. Là, entre autres, ce personnage-là, alors ça c'est... On va essayer d'aller vite parce qu'on a très peu de temps. On a 7 minutes pour finir la conférence. Como nos quedan 7 minutos, vamos a ir un poco más rápido. Pour que vous puissiez poser des questions. Así podéis hacer preguntas. Donc, ici, c'est le personnage de la Mock Turtle. Alors, la Mock Turtle, c'est quelque chose d'intraduisible. Donc, bonne chance, Elena. C'est vrai qu'on a ce personnage, en fait, la Mock Turtle, il faut se rendre compte que quelques années... oui, il faut qu'on aille très vite. Voilà. Il y avait la Mock Turtle Soup, comme on peut le voir là. C'était une soupe de fausses tortues, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait, lors de l'époque de la société, enfin de l'époque d'Alice, excusez-moi, là je bégayais un petit peu, je me transforme en Lewis Carroll. Donc à l'époque d'Alice, la soupe la plus célèbre, c'était la soupe de tortue, mais c'était une soupe qui coûtait très cher, et donc on a inventé une fausse soupe de tortue, une Mock Turtle Soup, qui ne veut pas tout à fait dire fausse soupe de tortue, mais qui est un jeu de mots. Et donc, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a la Mock Turtle, donc un personnage qui n'existe pas. Ça, c'est la toute première version qu'a illustré Lewis Carroll à gauche. Donc c'est un personnage qui passe son temps à se plaindre, à inventer sa vie, donc il a créé sa propre carapace. Et la seule description qu'on a dans le livre, c'est la reine qui dit à Alice, va voir la Mock Turtle. Et Alice a dit, mais quoi la Mock Turtle? Et finalement, elle voit ce personnage qui pleure comme ça, qui raconte sa vie. Et l'idée géniale qu'avait eu Téniel, qui est ici, c'était de faire sortir d'une carapace de la tortue tous les éléments avec lesquels on faisait la fausse soupe de tortue, c'est-à-dire des abats de veau, c'est-à-dire les pattes, la queue et la tête. Parce que pour recréer cette fausse soupe de tortue, pour qu'elle ait le même aspect, pas le même goût, mais le même aspect en tout cas, la même texture, on avait utilisé des abats de veau. Cette idée était géniale. En même temps, beaucoup d'illustrateurs ont repris cette idée, comme Rackham et beaucoup d'autres. J'avais envie à la fois de faire référence à ça, mais en même temps d'inventer quelque chose un petit peu quand même. Donc, moi, je lui ai fait reprendre cette idée de Lewis Carroll de s'inventer sa propre carapace avec quelque chose qui venait d'apparaître à l'époque, c'est-à-dire les boîtes de conserve et les toutes premières conserves qui sont assez célèbres maintenant, les Campbell Soup, et faire quand même se dépasser de cette carapace des éléments. Voilà. En la época victoriana es curioso, pero había una sopa que era sopa de tortuga, era una cosa costosísima, que costaba un ojo de la cara y que era muy difícil encontrar. Y en ese momento inventan lo que denominan ellos la sopa de tortuga falsa, mock turtle. Entonces, este es uno de los personajes de la historia, porque en la primera imagen que aparece en el libro aparece este personaje que es muy plañidero, que va creando su propio caparazón, y la idea genial que tuvo Téniel, uno de los primeros... No, sí, la de Carroll, la segunda imagen es de Téniel y la tercera es Rackham, son lo que
lo que hicieron en la época, como era tan cara esa sopa, obviamente no utilizaban tortugas, utilizaban terneros. Y entonces cortaban las extremidades y por eso está ese concepto, el caparazón de la tortuga, pero con el cuerpo del ternero, que es lo que realmente daba el sabor a la sopa. Entonces a mí la verdad que las ilustraciones me gustaron muchísimo e intenté combinar ese concepto del caparazón con el ternero, pero con el envase de la época, porque la famosa sopa Campbell surge en aquella época y entonces hice una especie de combinación de ambas dos. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut aussi se servir de ce qui a été fait avant. O sea, que a veces sí que nos podemos apoyar sobre el trabajo de otros ilustradores o lo que se ha hecho con anterioridad. Là, par exemple, c'était vrai que j'ai voulu combiner dans la couverture du livre un petit peu les premières en fait, couvertures d'Alice. La toute première que vous voyez à gauche, c'était la toute première édition d'Alice, dont Lewis Carroll n'était pas satisfait du tout, qu'il a récupérée, qu'il a pilonnée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une édition qui est très très chère maintenant, qui vaut beaucoup d'argent, parce que normalement, il y a très très peu d'éditions qui sont disponibles. Entonces, vemos, yo también quería recrear la cubierta del libro, y entonces la primera edición es la que vemos en la parte de la izquierda. Es una edición que no le gustó nada a Lewis Carroll, de hecho hizo una retirada de todas las publicaciones, de hecho ahora va a leer un ojo de la cara si las encuentras, y es lo que aparece en la parte superior y estos dos símbolos de la parte inferior. Oui, les deux cabochons, là, donc Alice qui tient le chat, et de l'autre côté, Alice qui tient le lapin, excusez-moi, et de l'autre côté le chat, qui était un petit peu le principe. Et j'ai aussi repris ce principe de carte de la deuxième édition, dont Lewis Carroll était beaucoup plus satisfait. Et il y a les deux couleurs qui en la primera edición aparecen los sellos, el sello con Alicia sujetando es un cerdo, sí. Y el gato de Cheshire, eso lo intento retomar yo, pero lo que combino es con la segunda edición, que es la edición que aparece en azul, encuadrada, y a una especie de combinación, también utilizando la misma gama de colores. De la même façon, j'ai voulu reprendre les principes, parce que Alice, ça a été un livre qui a été finalement pensé comme un objet dès le début. C'est pour ça que l'avoir pensé comme un objet ici, c'était revenir un petit peu aux sources, que Lewis Carroll lui-même avait fait par exemple ce jeu de mots pour rappeler la queue de la souris. Y entonces intento retomar algunos principios de tipografía que utilizan ellos en el manuscrito original. Voilà, pareil. Et ce principe aussi d'avoir des mots comme ça qui prennent de l'ampleur. O por ejemplo, palabras que cogen tamaño. C'est des choses que j'ai voulu mettre. Et même ce principe de chahuter un petit peu le texte par des images, des cabochons. Ici d'ailleurs, vous remarquerez que c'est une autre technique, c'est de l'encre de Chine et du Posca sur papier pour rappeler un petit peu les images des cartes en fait qui étaient imprimées en noir et blanc et rouge. Y luego lo que intento es intercalar el texto con ciertos salpicones de imágenes. En este caso, en la imagen anterior, la técnica que he utilizado es tinta china con ciertos toques de color rojo con el boli Posca. Somos perfectamente preparados. Donc, comme je vous avais dit, il y a aussi ce principe que le livre, voilà, va prendre. Alors, c'était un peu l'idée que j'ai eue, de prendre aussi, de changer un petit peu de forme en fonction de la lecture, un petit peu comme Alice qui change de format un petit peu tout le temps lors de la lecture. Alicia va cambiando de formato y a medida que cambia también lo intentamos reflejar en el formato del libro. Por ejemplo, en una de las páginas donde hay una especie de página que se abre, os lo voy a enseñar ahora. Voilà, plusieurs fois, là c'est les cartes vont même lui tomber dessus réellement, comme ce qui se passe pour elle. Y eso es lo que le pasa, bueno, igual que lo reflejan en el libro, es lo que le pasa a ella, va creciendo o aumentando o disminuyendo de tamaño. Et donc c'est vrai que, alors c'est marrant parce que souvent on me pose la question, mais dis donc, illustrer Alice au Pays des Merveilles encore avec toutes les illustrations, mais finalement on peut toujours trouver de nouvelles idées. Cette idée-là, personne ne l'avait eu avant, par exemple. Y luego muchos se preguntan, pero otra vez más otro ilustrador con Alicia en el País de las Maravillas. Pues es que yo creo que puedes hacerlo en innumerables ocasiones y siempre darle un punto de vista diferente, porque este concepto de abrir y solapar las páginas que os he mostrado no se había creado hasta el momento con esta obra, entonces siempre hay cabida.
Et lui-même d'ailleurs, Lewis Carroll adorait ces idées d'objets, c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. Lui il avait fait, et il avait fait breveter à l'époque, c'était en fait une petite, je sais pas moi, un truc pour porter les timbres, un petit, comment il avait appelé ça, The Postage Stamp Case. Voilà, une petite boîte à timbres, si vous voulez, et qui faisait apparaître ou disparaître le bébé en fonction de comment on allait le plier. Y Lewis Carroll también adoraba, como yo en este caso, el concepto del libro objeto, y incluso en la época llegó a patentar el concepto que aparece en la pantalla, es decir, esa especie de cuadernillo o sobre donde puedes meter los distintos sellos en las distintas ilustraciones, lo metes, lo sacas, y es cuando ves el niño que aparece y desaparece, de repente tienes un cerdo o tienes un niño. O que el gato aparece y desaparece. Voilà. Et alors, bon, dans Alice, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de références au manuscrit original et j'ai essayé d'être au plus proche en fait de ce qu'avait voulu Lewis Carroll, mais j'ai aussi fait certaines références à, pour moi, des choses qui s'approchent très fort de l'univers et qui représentent pour moi l'univers. Ici, il y a Balthus, et ce rapport à l'enfance qu'on peut voir dans les photos en fait de Lewis Carroll, cette enfance qui n'a pas forcément conscience de l'image qu'elle peut renvoyer à l'adulte. C'est aussi ça que j'ai voulu avoir dans l'image que j'allais projeter d'Alice. Donc là, c'est une référence directe à Balthus. Y entonces yo he intentado en este caso ser lo más próximo al original posible, pero también tomando otro tipo de referencias que yo creía que le daban un toque a Alicia en el País de las Maravillas, inspirándome en Balthus, por ejemplo, y la forma que tiene él de recrear la infancia. Voilà, vous pouvez voir. La Campbell Soup aussi, voilà, qui était d'ailleurs la préférée de Warhol, tout en passant. Celle-ci, la Mock Turtle Soup. Y esta precisamente, la de tortuga falsa, era la preferida de Andy Warhol. Voilà. Et encore une fois sur cette position-là, y con esta postura una vez más, c'est Balthus. Inspirada en Balthus, en la obra de Balthus. Bien sûr, Alice Liddell elle-même. Alice Liddell, la niña que existió en realidad. Mais en même temps, quelque chose de très christique aussi, qui rappelle, parce que là c'est un moment où les oiseaux l'attaquent, hein. Il faudra lire le livre. No, ya leeréis el libro, pero también tiene ahí un toque como un poco de Christico. Ah, Cristiano, voilà. Chrétien, ¿no? Chrétien, voilà. Enfin, donc bon, là c'était les différentes... Il y a des références directes aussi à Lewis Carroll, par exemple, c'est pour la façon de dessiner les cartes. Esta es la forma que tenía de dibujar Lewis Carroll las cartas, los naipes. Et par exemple, ça aussi, c'est une des images de Carroll que je trouve formidable. Esta es una de las imágenes reales de Lewis Carroll. Qui d'ailleurs a été mis à l'envers, ici. Esta es la parte de atrás, y luego tenéis ocasión de darle la vuelta, la de la izquierda es la de Lewis Carroll. Et là c'était à Téniel, le tout premier illustrateur. Y este es uno de los dibujos de Téniel, que es uno de los primeros ilustradores de la obra. Voilà pour Alice au Pays des Merveilles. Muchas gracias. On a un petit quart d'heure. Nos quedan como 15 minutos, más o menos. Muchísimas gracias por venir a Málaga. Para nosotros, los que estamos aquí, muchos de los que no han venido, es un placer tenerte. Quería preguntarte qué técnica, por favor, qué técnica para el color, qué utilizas. Gracias. Alors, c'est une technique de gouache et d'huile sur papier. C'est une technique... alors, c'est marrant parce que j'ai fait un workshop là, il n'y a pas longtemps et j'ai dû tout détailler, la technique, etc. Donc là, je vais vous montrer un step by step. Os lo voy a mostrar, pero básicamente es al gouache y óleo sobre papel. Hace poco he hecho un taller y lo he ido mostrando poco a poco, pero os lo voy a mostrar. Voilà, donc là c'est le crayon. Donc ça c'était le rough. Comme vous avez vu, comme le storyboard. Tenemos el storyboarding, todo le crayon qui doit el borrador en lápiz que luego desaparece.
les toutes premières couches. Primero las primeras capas de color. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au milieu, là c'est pas dans le dessin, hein, ça, c'est No, une grosse tache propre. Sí, eso que, lo que le aparece cortando los ojos no es el original, es que hay algo en la pared. Okay. Ça c'est la première couche, les premières ombres sur le personnage. Las primeras sombras del personaje. Oui. Okay. Wash, solo gouache por el momento y después óleo, pero no. Este es el original del final. Je peux le montrer. Je peux l'ouvrir. Et ensuite, ça c'est par exemple pour les matières, apparaissait le golem. Voilà, este es el original. Voilà, donc les premières couches. On continue. Donc vous voyez que les couleurs no son muy buenos aquí. Et là, c'est la fin des passages de la gouache. Là, c'est la fin de la gouache. Aquí ya termino con el gouache. On met juste les détails, les petits cheveux. Quedo esbozar un poquito los detalles últimos, los cabellos, etc. Y el óleo. Y luego ya directamente la capa de óleo. Avec les détails. Con más detalle. Les petites lumières, les petites choses comme ça. Voilà. Con luces y sombras. Voilà pour la technique. Si. Bonjour Benjamin. Bonjour. En premier lieu, je voudrais vous dire merci pour être ici à Malaga. Merci, à vous. Et après, excusez-moi si j'ai fait des erreurs. C'est pas grave. Et après, je voudrais vous poser des questions. Vous avez parlé un peu de l'inspiration que vous avez eue pour Alicia. Oui. Mais en général, comment vous faites pour l'inspiration dans votre travail? Merci. Ben, ça Je vais traduire. Ah, oui, d'accord. Para los no francoparlantes, la compañera ha preguntado en general las fuentes de inspiración para otro tipo de obras, no solo para Alicia en el País de las Maravillas. Eh bien, ça va dépendre de chaque livre. Quand je fais un livre comme Madame Butterfly, par exemple, j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps. Voilà, l'inspiration, ça va être l'opéra lui-même. Ça va être... Esto es Madame Butterfly, es que todo depende del libro, para que vayáis viendo a la vez. Para Madame Butterfly, obviamente, la fuente de inspiración es una de ellas, es la ópera. Ça va être, par exemple, les estampes. Las estampas. Ça va être le principe même, les principes même graphiques qu'on va retrouver au Japon, qui vont inspirer. Todo el principio del grafismo japonés que utilizan tanto allá en Japón. Voilà, vous voyez, et c'est ça, c'est auparavant. Voilà, chaque livre en fait va trouver des sources d'inspiration différentes. Los paneles japoneses, es decir, cada libro tiene una fuente de inspiración diferente. En fait, je pense que j'essaye de traiter en tout cas chaque livre comme quelque chose de nouveau et différent. Mais ce qui inspire finalement le plus, en vérité, c'est la vie elle-même, c'est-à-dire ce sont des gens... là, Alice Liddell, elle a été inspirée par exemple par une vraie petite fille qui était Béatrice Henley. C'est elle dont je me suis servi pour le visage, ou de la reine Elisabeth Ier, ou parfois même dans mes personnages à moi, c'est-à-dire là. Bueno, cada libro es nuevo y diferente, intento abordarlo como tal, pero al fin y al cabo lo que más me resulta de inspiración es la vida. También estos son niños, de verdad, y también han inspirado a algunos de mis personajes. En Alicia, soy yo. Oh, attends, non. Et eux aussi m'ont inspiré. Y mis perros. Ok, voilà. ¿Prefiere que te lo pregunte en español o en francés? Como tú quieras. Combien de temps ça met pour faire l'illustration juste d'une page? À une seule, ça dépend lesquelles. Celle-ci que je vous ai montrée, c'était
fait quoi? 2 jours, 3 jours, 3 jours, je crois, 3 jours pour celle-ci. Parfois, ça peut être moins long. Depende de la ilustración. La que os he mostrado hace un momentito, esa me llevó, por ejemplo, 3 días. En général, mais parfois je peux aller vite. Par exemple, là, pendant les workshops, bon, j'ai pas fini, hein, et ça c'est une de Carmen, et j'ai mis 1 jour et demi. Este, que no lo he terminado, es para Carmen y me llevó 1 día y medio. Pero, ¿Cómo? ¿T'as fini? No. Non, Vas a il faut que je fasse les détails. Me de la quedan partie là. unos detalles, pero vamos, llevo 1 día y medio. Parce con que ella. à la fin, al final, non. Al final la mantilla está como es. Voilà. No, mire. Está más de 1 año. Más de 1 año. Noviembre 2017. Carmen. Oui. La última pregunta. Bonjour, Oui. est-ce que vous avez déjà utilisé un support digital ou seulement gouache et fluide? Ça va dépendre, parce que peut-être tu veux traduire. Ah, sí, si ha utilizado algún tipo de apoyo digital o solo se utiliza el wash y el óleo pura y duramente. Bah, j'utilise pas que de la gouache et de l'huile. Là, j'utilisais du crayon, par exemple, sur celui-ci. Sur les chats, par exemple, derniers petits originaux que je vais vous montrer. Pour les chats, c'était de l'aquarelle. Attends, si j'arrive à les retrouver, mais normalement, je les Depende, ai. porque no solo es wash y óleo lo que utilizo, a veces utilizo lápiz, carboncillo, en el caso de los gatos, que es el último que os voy a mostrar, utilizamos acuarela. Aquí. Tiens. Voilà. Ça, c'était de l'aquarelle sur papier. Camilla, connais ou je vais y aller moi. Oui, je peux répondre. Non, j'utilise pas de l'informatique pour les images parce que je trouve que, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Oh, pardon. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je fais la maquette de mes livres, je fais les typos, et tout ça, c'est des choses que je fais par ordinateur. Donc ça prend déjà plus les mails. Ça fait que déjà que je passe un temps fou devant l'ordinateur. J'ai pas du tout envie de travailler les dessins, en tout cas par informatique, parce que je trouve qu'on passe déjà trop de temps devant l'écran. En plus, je pense que l'ordinateur, ça peut être traître, parce que avec cette touche undo, on ne sait jamais où s'arrêter, c'est-à-dire qu'on peut toujours refaire, retravailler, et parfois ça va parfois un petit peu trop loin, et moi j'aime que lorsque je travaille au manuel, il y ait une espèce de bataille avec l'original, et que parfois il y ait des erreurs aussi, parfois il y ait des accidents, et ces accidents, ils enrichissent quelque part aussi la création. Voilà, oui. A ver, sí que utilizo la informática y me apoyo en los ordenadores para la parte de la maquetación o la tipografía, pero es que tampoco me quiero pasar el día entero enfrascada delante de la pantalla en un ordenador, que ya bastante tenemos con el correo electrónico y todo lo que he dicho de maquetación, tipografía, etcétera, que si encima toda la parte de dibujar la paso también en un ordenador, me parecería que no. Aparte, me parece que el hacerlo de forma manual tiene un componente muy rico, es decir, que cometes errores, porque al fin y al cabo cuando tienes el ordenador siempre tienes la posibilidad de hacerlo perfecto, de mejorar imperfecciones, y lo manual tiene esa rapidez y tiene ese punto de imperfección que yo creo que esos pequeños errores son lo que acaban enriqueciendo la obra al fin y al cabo. Muchas gracias a vosotros.